Bonjour à toutes et à tous. Bien, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième webinaire consacré aux droits du soleil. Et je suis honorée et heureuse d'accueillir André Joffre, président de Texol, qui est je dirais, une figure emblématique du développement de tout ce qui est énergie solaire aujourd'hui en France, pour partager avec lui ce webinaire. Alors, je vais me charger de la partie, je dirais, j'ai pas de Covid, mais j'ai de l'asthme parce que Paris est très pollué en ce moment. Voilà. Donc, je vais me charger de la partie un peu plus rébarbative, si je puis dire, qui est la partie juridique, pour rappeler ce dont on parle. Et André nous fera un point sur les évolutions à attendre du solaire et ce qui est en transformation, parce que, et je voudrais le dire dès le commencement de ce webinaire, contrairement à ce que beaucoup disent et peut-être croient, moi je pense que la crise que nous vivons actuellement et la guerre en Ukraine est une formidable opportunité pour donner un essor absolument massif aux énergies renouvelables et en particulier à l'énergie solaire. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui est une manière assez simple effectivement de développer l'énergie solaire. Alors, je rappelle que nous sommes dans un cadre qui est un cadre communautaire qui reconnaît le droit à l'autoconsommation. C'est un droit des citoyens européens, donc un droit des citoyens français, autoconsommation individuelle et collective, et qui fixe également le principe selon lequel les États membres doivent encourager le développement de l'autoconsommation. Comme on va le voir dans ce que je vais indiquer, l'encouragement français est quand même extrêmement modeste. Il est extrêmement modeste parce que, en réalité, nous l'avons vu la dernière fois, c'est essentiellement l'autoconsommation individuelle pour des raisons fiscales qui est encouragée et non pas du tout l'autoconsommation collective, tout simplement parce qu'à partir du moment où on passe par le réseau public, on paye le TURP, je dirais pas plein pot parce qu'on ne paye pas plein pot, mais enfin on paye la part variable de manière considérable. Et donc ça renchérit considérablement le coût. Quant à envisager de faire de l'autoconsommation et du stockage, ce qui pourrait être une solution intelligente, eh bien, il faut y renoncer parce que tout simplement, on paye deux fois le ion, si je puis dire, stocké. On le paye à la rentrée et on le paye à la sortie. Donc, c'est franchement pas du tout intéressant. Le système des communautés d'énergie est un système qui a été prévu au niveau communautaire et prévoit en réalité qui est traduit en France avec deux systèmes différents. D'une part, les communautés d'énergie renouvelable et d'autre part, les communautés d'énergie citoyenne. Donc, je vais détailler un peu ces deux systèmes. Et je terminerai avec un petit mot sur les communautés d'énergie et l'autoconsommation. Alors, c'est l'article L291-1, issu de l'article 41 de la loi sur l'énergie et le climat et l'article 5 de l'ordonnance de 2021 qui sont à l'origine de ce texte. Qu'est-ce qu'une communauté d'énergie renouvelable? La communauté d'énergie renouvelable est une personne morale, donc personnalité morale, qui répond à 4 critères. Premièrement, elle repose sur une participation ouverte et volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire partie d'une communauté d'énergie renouvelable s'il ne veut pas. Deuxièmement, qui la compose? Quels sont ses actionnaires ou ses membres? Alors, pourquoi actionnaire ou membre? Personne morale, peut-être une association, à ce moment-là, ce sont des membres, et peut-être une société, à ce moment-là, ce sont des actionnaires. C'est pour ça que vous avez les deux mots qui figurent à l'article L291-1, deuxièmement, du Code de l'énergie. Donc, ce sont des personnes physiques, donc des individus,
des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales, ainsi que les groupements des collectivités territoriales, c'est-à-dire les EPCI, les communautés de communes, ou des associations. Les associations peuvent autoriser à participer à une communauté d'énergie renouvelable si leurs adhérents sont des personnes physiques, des PME, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Autrement dit, ce qu'on entend par association, c'est le regroupement des personnes dont on a parlé précédemment. Le décret, qui n'est pas encore sorti, dont on espère tous qu'il va quand même sortir rapidement, mais pour le moment, on ne l'a toujours pas, précise les conditions de participation des associations. Et point extrêmement important, lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale. Troisième critère, elle est contrôlée effectivement par les actionnaires ou les membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaboré. Autrement dit, le critère de proximité, le critère territorial est un critère très important dans la constitution de cette communauté. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas des collectivités situées à 10, 20, 50 kilomètres qui vont pouvoir faire partie de cette communauté ou des associations qui n'ont strictement rien à voir ou des entreprises qui n'ont strictement rien à voir. Enfin, l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que générer des profits financiers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en filigrane et dont on pourra rediscuter avec André Joffre. Tout ce système n'est pas un système qui doit générer des profits. Il peut en générer dans la mesure où il faut assurer la rentabilité de l'opération, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'opération, mais l'objectif financier ne peut pas être l'objectif dominant. Alors, voilà donc les critères de la communauté d'énergie renouvelable. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette communauté? Elle peut, premièrement, produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable. Alors, pourquoi est-ce important, cette référence au contrat d'achat d'énergie renouvelable? Tout simplement parce que cela permet, au-delà des activités de production, de consommation, de stockage et de vente d'énergie, de passer des contrats de prestation de services sur l'achat de l'énergie. Deuxièmement, partager en son sein, donc là on est à l'intérieur de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les activités, les unités de production qu'elle détient, sous réserve bien entendu des droits et obligations des membres, en tant que client final, et s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L315-1 à L315-8, j'y reviendrai, ce sont les dispositions de l'autoconsommation. Donc, il y a un lien qui est établi entre ces communautés d'énergie et l'autoconsommation collective, j'y reviendrai tout à l'heure. Troisièmement, elle peut accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire. Là aussi, il sera important de voir ce que nous allons trouver dans le décret d'application pour voir ce qui sera réellement permis. Donc, voilà le premier système, la communauté d'énergie renouvelable. Deuxième système, la communauté d'énergie citoyenne. Elle est définie aux articles L292-1 et L292-2 du Code de l'énergie. Quelle est la différence avec la précédente? Le premier critère, c'est le même. Participation volontaire et ouverte à tout type de membres et actionnaires. Bon, ce n'est pas la même chose parce que l'ouverture est beaucoup plus large. Ouvert à tout type de membres et d'actionnaires, alors que précédemment, le premier point, c'était simplement la référence à une participation ouverte et volontaire. Et le point 2 limitait les actionnaires et membres susceptibles de faire partie de la communauté d'énergie citoyenne. Ici, c'est ouvert à tout type de membres et actionnaires. Donc, ça peut être des grandes entreprises qui figurent dans ces communautés. Elle est effectivement contrôlée par des membres et actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des petites entreprises répondant
alors donc ce que j'ai dit tout à l'heure est inexact, ce pas les grandes, c'est les petites entreprises, répondant à la définition donnée au point 11 de la directive 2019-944 concernant les règles communes pour le marché intérieur. Donc on a un renvoi au type d'entreprises qui peuvent participer à ces communautés d'énergie citoyenne. Et comme tout à l'heure, objectif principal économique et environnemental et local et non pas profit financier. Donc, on a une ouverture qui est un peu plus large que dans la communauté d'énergie renouvelable, mais en définitive, quand on recoupe les deux définitions, on retrouve les PME, on retrouve des collectivités locales, leurs groupements et des personnes physiques. Simplement, là, il n'y a plus les associations. Article, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, article L292.2, elle peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, la consommation, l'agrégation, le stockage et la vente d'électricité. Si on compare cette capacité avec la précédente, que j'ai citée tout à l'heure, qui était produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, on a ici l'agrégation qui s'ajoute et à la première capacité des CER. Elle peut également, ce que ne peut pas faire la CER, fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques et d'autres services énergétiques à ses membres et actionnaires. Elle peut partager en son sein l'électricité produite par les unités de production, mais sous réserve des dispositions des articles 315.1 à 315.8, c'est-à-dire de l'autoconsommation. Et enfin, elle peut accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation d'une manière non discriminatoire. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'agrégation. Enfin, il y a un point supplémentaire pour ces communautés-là, c'est qu'elle est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque au système électrique et donc elle assure la fonction de responsable d'équilibre, à moins qu'elle ne délègue cette responsabilité conformément aux dispositions communautaires. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails, mais ce point est bien entendu un point important. Alors, il y a des dispositions un peu spécifiques sur les organes d'HLM. Je renvoie à cet égard au décret du 5 juillet 2021 pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et notamment, c'est un texte qui précise toutes les relations avec les locataires et qui, du reste, est assez favorable, je dirais, à la liberté des locataires. Mais c'est normal, puisque je rappelle que ces communautés sont volontaires. Donc, on ne peut obliger personne à y aller ni à y rester. Alors, comme vous l'avez vu, que ce soit communauté d'énergie renouvelable ou communauté énergétique citoyenne, dans les deux cas, lorsqu'il y a de l'autoconsommation, on est renvoyé aux dispositions de l'autoconsommation, c'est-à-dire à l'ordonnance du 3 mars 2021 et au cadre qui est fixé par les articles L315.1 à L315.8 du Code de l'énergie. Ça renvoie donc aux dispositions spécifiques de l'autoconsommation, bien entendu individuelle mais collective, qu'elle soit simple, c'est-à-dire limitée à un bâtiment, ou étendue. Je rappelle que la règle géographique, c'est 2 km maximum entre les deux points de soutirage les plus éloignés, avec une dérogation possible lorsque on est dans des zones peu denses. À ce moment-là, on peut aller par dérogation jusqu'à 20 km. Et puis également les règles de puissance, puisque ceci est limité à 3 kW maximum. La communauté d'énergie peut être la personne morale organisatrice, la PMO, organisatrice de l'opération de consommation collective. Le décret d'application, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est toujours pas sorti, ce qui rend bien entendu difficile la constitution à l'heure actuelle des communautés d'énergie, parce qu'on a quand même beaucoup d'aléas sur la manière dont ça va se faire. Et pour des professionnels comme André Joffre ou moi-même, monter des communautés aujourd'hui en sachant que ça ne sera peut-être pas conforme à ce que va dire le décret, c'est quand même un peu compliqué. J'ajoute qu'on est quand même en mars 2022, que tout ceci aurait dû être possible à partir de janvier 2021, et pour le moment,
je dirais que ceux qui ne veulent pas trop le développement de ce système gagnent du temps, entre guillemets, gagnent du temps. J'ajouterai, et je passerai la parole à André Joffre sur ce point, que, à mon sens, les textes concernant l'autoconsommation sont extrêmement restrictifs parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, le droit à l'autoconsommation est reconnu, mais le cadre n'est pas du tout favorable. Il est très favorable à l'autoconsommation individuelle, ça oui, mais ça reste individuel, donc c'est des très petites unités, ce qui permettrait de massifier le recours à l'énergie et l'énergie solaire de manière plus large, l'énergie renouvelable. C'est évidemment le développement massif des communautés d'énergie et l'autoconsommation collective. Or, les conditions financières actuelles de l'autoconsommation collective sont assez défavorables, voire très défavorables, de telle sorte que pour rendre des opérations rentables, on est obligé de faire de l'équilibrisme en mélangeant de la vente directe, de l'autoconsommation individuelle et en faisant donc des opérations dans lesquelles l'autoconsommation collective finalement est assez réduite parce que s'il n'y a que de l'autoconsommation collective, l'opération en l'état actuel des choses n'est pas rentable et donc je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de modifier un certain nombre de règles, notamment fiscales, fiscales de taxes, hein, pour permettre ce développement massif, probablement d'autoriser le développement de circuits pour des zones d'aménagement particuliers, de circuits privés d'électricité, de manière à n'arriver au réseau public que le plus tard possible et le moins possible, de changer les règles du TURP pour que on aille vers quelque chose qui est proportionné, ce qui n'est pas le cas. C'était prévu qu'il y aurait des règles spécifiques favorables pour les opérations d'autoconsommation collective. Ça n'est toujours pas le cas et je pense que la situation actuelle devrait précisément permettre d'obtenir ces modifications. Voilà. Ces dispositions un peu ennuyeuses, hein, je m'en excuse auprès de vous, mais enfin, ça me paraissait important de faire un rappel, de savoir de quoi on parle. Et en fait, je passe avec beaucoup de plaisir la parole à André Joffre. Merci Madame la Ministre. C'est vrai que c'est très compliqué ces affaires-là et ça a un peu tendance à décourager, il faut bien le reconnaître, les collectivités, etc., qui sont pleines de bonne volonté, qui auraient envie de mettre en place ce genre de choses. Alors, bon, je voudrais vous donner quelques éléments techniques pour vous dire que finalement, c'est pas compliqué du tout. Hein. Il faut bien désamorcer. Je pense qu'il faut avoir de bons avocats pour bien rédiger les textes, mais par contre, du point de vue technologique, c'est une chose qui est très très simple à mettre en place. En fait, de quoi s'agit-il? Bien, on dispose dans un périmètre, comme on vous l'a dit, d'environ 2 km en zone urbaine, 2 km de diamètre. On va disposer des consommateurs et des producteurs, et peut-être même des producteurs qui seront eux-mêmes consommateurs. Bon. Eh bien, à partir de là, on utilise le réseau public, qui est le réseau généralement d'Enedis, mais ça peut être celui d'une régie municipale, par exemple, si on est en mode régie. Et on va utiliser ce réseau pour finalement mettre à disposition des consommateurs de l'énergie solaire produite localement. Voilà. En fait, sur ce réseau, il passait déjà plusieurs réseaux virtuels. Chacun est abonné à un fournisseur d'énergie qui a son propre réseau, qui sont superposés finalement sur ce même réseau physique. Eh bien, nous, on va être un énième réseau qui va être sur cette partie-là. Notre originalité, c'est qu'on va avoir un périmètre réduit qui va être sur les 2 km, donc, comme on l'a indiqué. Et donc, la puissance totale ne pourra pas dépasser 3 MW. Alors, on dirait que c'est beaucoup, mais ce n'est pas très important non plus. Donc, il n'y a pas d'impact véritablement de distorsion du réseau, etc. On reste dans des limites très raisonnables et je pense qu'ensuite, on pourra progresser au fur et à mesure qu'on aura de l'expérience sur ce sujet. Alors, comment ça se passe ensuite? Eh bien, vous avez des installations qui sont productrices d'électricité solaire. On va les mesurer naturellement en temps réel. Alors là, évidemment, l'avantage du compteur Linky est très important puisqu'il peut mesurer à la fois ce que produit une installation, ce que l'on consomme, mais aussi, lorsqu'on est producteur et consommateur, ce qu'on réinjecte sur le réseau.
Et à ce moment-là, on va observer ces compteurs tous en même temps avec une base de temps qui est identique. Et on va à chaque instant établir un équilibre entre la production et les consommations. Et on va définir des règles. Alors, on appelle ça dans le monde des cryptos des smart contracts. En fait, ce ne sont pas des contrats, ce sont simplement des règles. La règle peut être simple. Si on prend un bâtiment collectif, par exemple, un bâtiment de HLM, bien, on pourra dire chaque logement va recevoir la même quantité d'énergie avec un pas de temps qui peut être l'année, par exemple. À ce moment-là, si un logement est vacant pendant un mois parce que la personne part en vacances, naturellement, on ne va pas l'y affecter pendant ce mois du kilowattheure, puisqu'il en consommera très très peu. Par contre, il en aura davantage au mois de septembre ou d'octobre pour pouvoir rattraper le fait qu'il n'en a pas eu au mois d'août, par exemple. Et donc, de cette façon, ces règles que l'on édicte et qui sont libres, qui sont définies justement au sein de la communauté, permettent de pouvoir définir c'est une règle qui est définie collectivement par la communauté et ça peut être par exemple au prorata de l'investissement de chacun, mais ça peut être aussi tout simplement, comme je l'ai indiqué, avec une égalité parfaite, chaque logement recevra la même quantité d'énergie sur l'année. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est assez simple finalement parce que c'est uniquement la gestion de données et ce sont des règles mathématiques qui sont relativement simples à mettre en œuvre. Il faut simplement, bien sûr, que tout ça soit cohérent et donc nous avons utilisé le blockchain pour pouvoir certifier toutes ces transactions, mais ce n'est pas indispensable, on peut le faire autrement. Et ce qui est important, c'est que Enedis, qui assure la comptabilité, la mesure des compteurs, doit être en capacité de savoir que tel consommateur, certes, a reçu par exemple 1000 kWh, mais sur ces 1000 kWh, il y aura 400 kWh qui proviendront du solaire local. Et donc, les chiffres qu'il devra transmettre au fournisseur d'énergie qui est lointain, bien c'est en fait la différence entre l'indication du compteur et puis la production locale qui aura été relevée. Voilà, donc tout ça c'est bien, ça fonctionne bien. On a de bonnes expériences et de bonnes opérations de démonstration, on va dire, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup en France. Et une des raisons principales, c'est la complexité en fait à mettre en œuvre tout ça. La complexité juridique, j'entends bien, parce que la complexité technique, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est assez banal, presque aussi banal que de faire une installation d'autoconsommation sur un propre bâtiment. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, les crises, les guerres, etc., c'est des moments où finalement les choses s'accélèrent. Et j'ai un peu le sentiment là que nous sommes en train de vivre cette période-là pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on a pris conscience, par exemple, que lorsque on produit, on a pris conscience de l'Europe finalement, de l'Europe de l'électricité. Hein. Jusqu'à présent, on entendait dire, vous savez, bon, vous êtes bien gentil avec le solaire, c'est sympathique, mais à quoi bon faire du solaire, puisque de toute façon, nous on produit avec du nucléaire et donc on ne produit pas de CO2, donc il n'y a aucun intérêt de faire du solaire en France. C'était un argument qui était vraiment très très répandu. Et on nous disait, oui, bon, si vous voulez faire du solaire, de toute façon, il faudrait mettre en place, parce que évidemment le solaire est variable dans la journée, et évidemment ne produit pas la nuit, et donc il faut mettre des moyens de substitution, des moyens de complément, et donc ça fait appel à des installations qui utilisent des hydrocarbures. Bon, en fait, ça c'est une vision qui n'a pas de sens, parce que nous ne sommes pas sur une plaque française, mais nous sommes sur une plaque européenne. Et cette plaque européenne, elle est interconnectée naturellement. Et d'ailleurs, moi, je suis très fier qu'on ait pu interconnecter la plaque de l'Ukraine sur le réseau européen. Ça montre bien, ça c'est de vraie solidarité, de pouvoir alimenter l'Ukraine en électricité et pouvoir leur garantir, par exemple, d'alimenter les centrales nucléaires, même quand les Russes ne voudront pas que ce soit le cas. Eh bien, cette approche-là, si vous voulez, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Parce qu'on a compris que finalement, 1 kWh solaire produit à Paris, eh bien, c'est du gaz qu'on n'importe pas de Russie. Vous voyez, en France, nous avons à peu près 13 gigawatts installés. Et je me suis livré un petit calcul. Si on n'avait pas ces 13 gigawatts installés, il faudrait importer de Russie 7% de gaz en plus. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire que l'impact du solaire en France n'a pas de conséquences. C'est très important.
Et à partir de là, si on continue à filer la métaphore, finalement, on s'aperçoit qu'on est en capacité d'installer très rapidement le solaire qui ne pose pas de problème technologique. Alors les gens vont dire oui, mais il faudrait couvrir les toits, tous les toits de France et de Navarre pour pouvoir avoir quelque chose de perceptible. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il suffirait d'installer des panneaux solaires sur uniquement 10% des espaces qui sont déjà artificialisés, sur les parkings, les bâtiments, les grands entrepôts logistiques, etc. Bon, 10%, ce n'est pas un chiffre aberrant. Eh bien, on pourrait arriver jusqu'à 25% de notre production d'électricité si on arrivait à équiper 10% des bâtiments existants. Vous voyez que ce sont des chiffres qui sont à notre portée. Et l'autre élément, c'est la rapidité avec laquelle on est en capacité de monter en puissance et de développer l'énergie solaire. Vous voyez, en 2020, bon, ce sont des années qui ont été impactées, bien sûr, par le Covid, mais nous avions depuis des années, à peu près, bon an, mal an, installé 1 gigawatt tous les ans. Et l'année dernière, finalement, il y a eu une accélération, parce qu'il y avait du stock, on a installé 2,7 gigawatts. Vous voyez, on a multiplié presque par 3 en un an, simplement. Eh bien, nous avons aujourd'hui en stock beaucoup de projets qui sont souvent arrêtés pour des petits problèmes administratifs. Le président de la République lui-même l'a reconnu, il faut presque 50 procédures différentes pour pouvoir réaliser une opération solaire, une centrale solaire. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité là d'accélérer le mouvement uniquement en prenant quelques mesures dérogatoires, peut-être. Un peu comme on l'a fait dans des grands événements, que il y a eu la loi sur la cathédrale de Paris, et bien effectivement, on a pris quelques dérogations pour accélérer le mouvement dans les marchés publics, etc. Et finalement, la cathédrale sera à l'heure en 2024 comme on l'avait prévu. Eh bien, on pourrait, parce qu'il y a une urgence de développer les énergies renouvelables, de développer le solaire, surtout en France, où nous sommes très en retard par rapport à nos engagements européens, eh bien, il faut peut-être qu'on prenne cette disposition qui n'a pas, il faut bien le comprendre, de conséquences et d'impact financiers. Aujourd'hui, l'État français gagne de l'argent avec le solaire, puisque l'électricité est achetée aux producteurs solaires à un prix qui est inférieur au prix du marché. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, aujourd'hui, factuellement, l'État ne perd pas d'argent avec le solaire, ça ne lui coûte pas d'argent. Donc, ce sont des dispositions qu'il faut bien avoir en tête. Nous sommes en train de vivre, vous voyez, une période assez magique dans laquelle la rentabilité du solaire est avérée. On a vraiment une rentabilité aujourd'hui parce que le prix de marché est élevé, parce qu'aussi le solaire devient de plus en plus compétitif et que cette chose-là va s'accélérer dans le futur. Les prix vont continuer à baisser. Bon, temporairement, ils ont eu tendance à augmenter ces jours-ci, mais ça continuera à baisser parce que c'est simplement une industrie de transformation, que les unités de production, notamment en Asie, deviennent d'une taille considérable. Et donc, on va avoir des prix qui vont continuer à baisser. Et puis, par ailleurs, la compétitivité, elle est liée au prix de l'énergie que l'on substitue, évidemment. Vous le savez, bon, le prix du gaz, du pétrole est élevé, mais si on prend le nucléaire, le nouveau nucléaire, bien effectivement, a un prix qui, à peu près, est 1,5 fois, 2 fois le prix de l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, tous ces indicateurs sont finalement très positifs et il n'y a plus aucune raison pour ne pas accélérer. Et notre objectif dans la profession, c'est d'avoir l'ambition de faire tous les ans environ 6 gigawatts solaires, ce qui représente à peu près l'équivalent d'une tranche nucléaire. C'est-à-dire que ces 6 gigawatts solaires produisent la même quantité d'électricité qu'une tranche nucléaire qui fait à peu près 1 gigawatt et qui produit la même quantité d'énergie. Donc, vous voyez que nous sommes à la veille quand même de bouleversements considérables. Nous sommes capables de faire une tranche nucléaire en solaire tous les ans, sans attendre, dès cette année, dès l'année prochaine, et on peut même accélérer certainement pour atteindre donc l'objectif qu'a fixé le président de la République, qui est un objectif de 2050, c'est-à-dire aux alentours de 130 gigawatts installés en France. Entre nous, je pense qu'on pourra largement dépasser ces chiffres-là, parce que lorsqu'on fait des hypothèses à très long terme, vous savez,
on ne peut pas prédire véritablement le prix des équipements. Personne ou très peu de gens avaient estimé que le prix du solaire serait divisé par 10 dans ces 12 dernières années. On n'était pas très nombreux à le prédire. Bon, je trouve qu'on a atteint cet objectif et je vous prédis aujourd'hui que ça va encore baisser beaucoup. Et on peut, comme Jérémy Rifkin l'écrit dans ses bouquins, peut-être considérer qu'à terme, le coût marginal du solaire sera presque zéro. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, on peut se poser la question, ce sera quoi le sujet? Ce sera plus de produire de l'électricité, ce sera de l'utiliser intelligemment. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et donc, c'est l'imagination qui est au pouvoir. Il va falloir innover, il va falloir bien sûr rouler avec des voitures électriques qui seront chargées au solaire, mais il faudra aussi peut-être imaginer de produire de l'hydrogène pour pouvoir transformer des industries, comme l'industrie de la sidérurgie, etc. Il y a plein de pistes qui s'ouvrent à nous. Et donc, voilà, c'est le début du solaire. Moi, je prédis, là, d'ici 2050, les 30 glorieuses du solaire. Vous verrez que pour ceux qui seront là, pour les plus jeunes d'entre vous, souvenez-vous de ça, vous allez le dire. Merci André pour ces mots très optimistes, très optimisants. Voilà, donc je me tourne maintenant vers Margot, savoir si nous avons des questions. Alors oui, nous avons une question. Des PMO peuvent déjà se créer pour mettre en place des opérations ACC. Quelle plus-value de mettre en place une communauté locale d'énergie? André, vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Allez-y, c'est votre métier là. Si vous voulez, je pense que la communauté locale... Bon, c'est très difficile de répondre à cette question tant que je n'ai pas le décret d'application. Oui. Parce que la loi, elle dit ce que je vous ai dit. Donc, on ne va pas très loin avec ça. Alors ensuite, il y a les principes de la directive de 2018, où il y a quand même beaucoup d'éléments, mais on reste quand même plus sur sa fin. Moi, ce qui me paraît intéressant dans la communauté locale d'énergie ou dans la communauté énergétique citoyenne, c'est d'avoir une organisation qui est PMO, qui va pouvoir donc dans une même entité regrouper à la fois l'organisation technique et financière de l'opération et l'organisation d'équilibre. Voilà, la personne morale organisatrice du système. Et puis, je trouve que le système offre quand même plus de possibilités que les systèmes actuels où on est obligé de bricoler des SPV, des sociétés de projet, pour monter les opérations, avec souvent les mêmes acteurs du reste que ceux qu'il y a dans une communauté locale d'énergie. Donc, je pense que très logiquement, si le système est souple et qu'on ne nous vend pas une usine à gaz, qui n'est jamais garantie, hein, ce sera l'organisation normale pour mettre en place les opérations d'autoconsommation. Au moins à partir du moment où on sort d'un cadre immobilier, par exemple, d'un immeuble, là, ce n'est pas nécessaire, bien entendu. Mais si vous montez une opération dans laquelle vous avez 1 ou 2 collectivités locales, 2 ou 3 entreprises locales et des maisons d'habitation, ce sera quand même beaucoup plus simple de mettre ça dans le cadre d'une communauté locale d'énergie. Oui, on peut rajouter une chose qui n'est pas technique finalement et qui n'est pas non plus juridique. C'est peut-être le plus important finalement. C'est que dans les projets qu'on a commencé à développer, les gens sont très heureux de partager des choses en commun. Vous voyez. Et l'action de produire de l'énergie propre, sans déchets, renouvelable, produite localement, etc., ça constitue véritablement un but comme ça. Voilà. Vous savez, souvent, les entreprises qui sont sur des zones d'activité, etc., ont finalement assez peu de rapport entre elles. Hein. Souvenez-vous, dans le début des technopoles, on parlait de fertilisation croisée, de faire que les entreprises travaillent. En fait, c'est un échec de ce point de vue-là. Il y a très peu de relations entre les entreprises sur une même zone d'activité. Et souvent, on va chercher très loin des prestataires qui sont à côté de chez nous. Eh bien, le fait d'avoir en commun un projet, qui est un projet énergétique, qui vise à faire de la zone d'activité une zone vertueuse, puisqu'elle va consommer moins d'énergie polluante, etc., elle va moins solliciter les réseaux, voilà.
tout ça, en fait, ça crée, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les élus, hein, ils nous disent, effectivement, on sent une communauté qui se crée et le plaisir de participer finalement à une action collective positive. Voilà. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que je crois que finalement, ça sera peut-être le moteur de l'affaire. Merci. Autre question? Alors, quels sont les dangers de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des fabricants asiatiques? C'est plutôt une question pour André. Oui. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire un truc, c'est que il n'y a pas de création spontanée comme ça d'industrie, mais nous avons toutes les qualités, nous avons des centres de recherche, nous avons vraiment énormément de savoir-faire en France en matière de photovoltaïque. Nous avons les meilleurs experts mondiaux qui travaillent au CNRS, au CEA, etc. Le problème, c'est que un industriel, il ne voit pas que cet aspect-là. C'est un aspect des choses importantes, d'avoir un appui, un soubassement scientifique. Mais lui, ce qu'il va surtout regarder, c'est quel est son marché. Or, si vous voulez, en France, on a toujours été un peu petit bras. On a toujours été en arrière du peloton quand il fallait développer. Vous voyez, il n'y a que l'année dernière où finalement on a un peu accéléré en matière de volume d'activité. Hein. Les années précédentes, on faisait péniblement 1 gigawatt par an. C'est trop faible pour justifier une industrie. Aujourd'hui, une industrie, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle fasse au moins 5 gigawatts par an de production. Et donc, moi, je suis persuadé que dès l'instant où on aura des objectifs ambitieux, comme ceux qui ont été présentés lors du discours de Belfort par le président de la République, ces objectifs, il faut maintenant les graver dans le marbre pour être sûr qu'ils vont être tenus, notamment dans les futures programmations pluriannuelles de l'énergie, que l'État soit véritablement engagé et qu'il s'engage à tenir ces objectifs, parce que jusqu'à présent, on prend des objectifs, on ne les tient pas. Bon. Donc, si on fait tout ça, il y aura une volonté et il y aura une implantation naturelle. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, bon, le solaire de Trump, c'était pas terrible. Il avait même surtaxé les produits venant d'Asie, etc. Et puis, quand Biden est arrivé au pouvoir, il a annoncé, le département de l'énergie américain a annoncé un très grand plan qui vise en gros à être quasiment aux énergies renouvelables en 2035, puisqu'il n'y aura que le nucléaire, je crois, qui représentera 11 ou 12% à cet horizon-là. Eh bien, instantanément, vous avez eu plein d'industriels qui ont dit on monte des usines. La première d'entre elles, c'est Total Energy, qui a annoncé qu'ils allaient monter une usine aux États-Unis. Donc, je fais le pari que s'il y a un marché affiché en France avec une réelle volonté politique affirmée de développer le marché en France, et une fois de plus, je vous l'ai démontré, c'est jouable, ça ne coûte rien, ça rapporte de l'argent, et bien à ce moment-là, on aura sur le gâteau des implantations industrielles qui vont venir. Je suis tout à fait de l'avis d'André Joffre et je voudrais souligner ici que je connais un certain nombre d'entreprises qui ont été s'installer au voisinage de la France, en Europe, hein, parce qu'elles ont considéré qu'en France, il n'y avait strictement rien à faire et que ça ne se développerait pas, mais qui fabriquent les panneaux photovoltaïques. Donc, je pense que si la France affichait sa volonté de massifier le recours au photovoltaïque, on aurait assez vite des usines qui se monteraient autour de cela. On a bien des usines qui se montent autour des batteries, par exemple. Et je pense que l'urgence, elle est là, parce que le premier qui affichera des objectifs ambitieux, il va cueillir les fruits les fruits industriels de cet affichage. Vous voyez, on sait que les Allemands, par exemple, sont en train de programmer des choses extraordinaires. On parle de 16, 17 gigawatts par an qui sont installés en Allemagne. Donc, évidemment, qu'un industriel qui a une vision planétaire des choses va se dire, faut-il que j'aille en Allemagne ou en France? Voilà. C'est des questions qui vont se poser. Bon. Et donc, nous, si on veut être dans la course, je sais qu'il y a des projets aujourd'hui, il y a des startups, il y a des entreprises plus matures qui sont en train de travailler sur des projets d'implantation en France, mais véritablement, il est urgent d'y aller. Voilà. Il est urgent pour la planète, pour le climat, il est urgent pour ne plus importer au moins possible de gaz de Russie, et il est aussi urgent pour réussir l'implantation d'industries en France. C'est une triple urgence. Autre question, Margot? Quelle est la part estimée de l'ACC, CER et CEC
des installations au sol et des installations individuelles dans les nouvelles capacités annuelles projetées. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de la question. Quelle est la part estimée de l'ACC, CER et CEC des installations au sol et des installations individuelles dans les nouvelles capacités annuelles projetées? Alors là, André, est-ce que vous avez la réponse à ça? En fait, si vous voulez, bon, nous, on a fait des propositions de centrales au sol. En fait, on pense que tous les secteurs doivent jouer. Une centrale au sol, si vous voulez, il y a encore pas mal de terrains pollués, il y a encore beaucoup d'espace disponible. Il y a, par exemple, vous voyez, une chose qu'on ne traite pas pour l'instant, ce sont des petites centrales, des centrales de 250, 500 kilos. Il y a beaucoup de délaissés, par exemple. Vous voyez, lorsqu'on a construit des autoroutes, on a construit des chemins de fer, on a plein de petites surfaces qui finalement sont trop petites pour être utilisées. Trop petites, j'entends au sens d'engager une vraie procédure de permis de construire avec des études d'impact, etc. Bon, en fait, pour des petits projets comme ça, il suffirait d'avoir une déclaration de travaux, par exemple. Vous voyez, et ça n'a pas, il n'y a pas d'impact important sur l'environnement, etc. Et ça pourrait aller très vite. Et on pourrait, comme ça, dégager, en plus souvent dans le monde agricole, par exemple, des choses qui vont venir conforter le revenu des agriculteurs, vous voyez. Et ça c'est des pistes qui sont faciles à atteindre, qui ne coûtent pas un sou budgétairement et qui ont des résultats, rapides. Voilà, bon, il y a plein de pistes comme ça. Oui, j'ajoute à cela, on voit quand même actuellement le développement, moi je vois ça beaucoup au cabinet, de deux types de montage. D'abord, les ombrières, qui se développent beaucoup. C'est-à-dire, vous savez, tout le monde sait ce que sont les ombrières, c'est les panneaux photovoltaïques posés sur des parkings. Hein. Et d'autre part, autre chose qui se développe beaucoup, c'est l'agrivoltaïsme. Oui. L'agrivoltaïsme a pour avantage d'être rentable pour l'agriculture qui est dessous. Il y a notamment une étude qui a été faite aux Pays-Bas qui utilise beaucoup l'agrivoltaïsme sur des plantes, je ne sais plus des tulipes ou des pivoines, peu importe, mais ça augmentait la productivité de 35%, le fait de disposer de ces panneaux, parce que ça protège effectivement les cultures, que maintenant on a des techniques qui sont très innovantes de panneaux qui changent de position avec le soleil, avec le vent, etc. Et donc, on protège la plante en même temps qu'on fabrique de l'électricité. Ça, ce sont deux techniques qui quand même se développent énormément, peut-être parce que les autorisations sont plus faciles à obtenir, je ne sais pas, parce que les installations sont assez modestes quand même en réalité. Voilà, mais ça, ce sont deux domaines qu'on voit beaucoup se développer. Et on peut avoir dans les ACC, dans les opérations d'autoconsommation collective, des ombrières, bien sûr. Oui, en fait, si vous voulez, l'agrivoltaïsme, c'est le bon exemple parce que c'est vraiment le domaine dans lequel il y a une convergence d'intérêts entre l'agriculture et puis la production solaire. En fait, l'agriculture, on parle souvent de l'élévation, on parle rarement de l'élévation de l'ensoleillement. Moi, dans le midi de la France, on a fait des mesures depuis 40 ans et on a gagné à peu près 15% d'ensoleillement. Alors, ça peut paraître 15%, voilà, c'est mal, bon, mais non, c'est catastrophique parce que votre raisin, par exemple, a une teneur en sucre trop élevée et vous faites des vins aujourd'hui qui font 15-16 degrés, donc qui sont très difficiles à boire, vous ne rencontrez plus le public. En fait, hein. Alors, ils sont très bons, ils ont plein de caractéristiques organoleptiques parce que, comme il y a beaucoup d'alcool, évidemment, on dissout énormément de parfums, pour parler normalement. Mais si vous voulez, c'est difficile à boire. Ça ne rencontre pas la consommation. Alors que les vins, jadis, pouvaient être 12-13 degrés et étaient beaucoup plus faciles. Voilà. Donc ce problème-là, il est à résoudre. Et la solution, c'est soit alors on irrigue les vignes, ce qui est un peu un sacrilège dans le sud de la France, hein, ou alors changer de cépage, ce qui est encore pire. Vous voyez, on va perdre une caractéristique. Et donc, l'idée, c'est de dire finalement sur les vignes, on est capable de diffuser à peu près des panneaux solaires qui vont occulter de 10 à 15% l'ensoleillement qui va arriver sur les vignes. Eh bien, on va retrouver des caractéristiques normales d'exploitation. Et qui plus est, bien le solaire va produire de l'énergie qui va être vendue. Et donc, ça a un apport supplémentaire aux revenus de l'agriculteur. Hein, on voit très bien cette étude-là se développer.
Vous savez que les agriculteurs, souvent, ont des bilans qui sont très, très, très précaires. Hein. D'ailleurs, on le voit, beaucoup disparaissent au fil des ans. Et donc, si on arrive par le solaire à apporter un revenu complémentaire à l'agriculteur, on va stabiliser, on va conforter le bilan des exploitations agricoles. Autre question? Bonjour, qu'en est-il des possibilités d'Enedis pour simplifier et diminuer le temps de raccordement? Ah oui. Ça, c'est un vrai sujet parce que, bon, en fait, si vous voulez, on l'a montré, c'est que la progression du nombre d'installations s'accélère. Hein. On est passé de gigawatts, je vous ai dit, il y a 2 ans à 2,7 gigawatts l'an dernier. Donc, évidemment, tout ça, ça veut dire aussi beaucoup d'installations qu'il faut raccorder. Et il va falloir qu'effectivement, les moyens qui sont dévolus à Enedis augmentent pour nous permettre de pouvoir. Alors, Enedis fait appel beaucoup à la sous-traitance quand même. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent pour Enedis sous leur maîtrise d'œuvre, mais même la maîtrise d'œuvre demande plus de moyens pour pouvoir accélérer un peu le mouvement. Il faut bien comprendre que pour Enedis, c'est quand même un changement de culture aussi, hein, parce qu'on passe d'un schéma où on avait quelques centrales, quelques dizaines de centrales, on va dire, très, très localisées, avec des réseaux de distribution en étoile. Et là, on passe dans un modèle où on a une inversion, puisqu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'installations qui produisent, et il faut gérer tout ça. Donc, ça suppose quand même une modification profonde du réseau. Et voilà, et donc je comprends tout à fait qu'il soit parfois un peu en retard sur les raccordements, et c'est pour cela qu'il faut leur donner davantage de moyens humains pour qu'ils puissent gérer tout ça. Autre question? Avons-nous des avancées sur la structuration du cadre juridique des Power Purchase Agreements, notamment pour les acheteurs publics? Alors, ces contrats sont évidemment des contrats très intéressants parce qu'ils permettent de fixer dans la durée le prix d'achat de l'électricité. Donc, effectivement, c'est sécurisant, je dirais, pour les deux parties. On peut comprendre que ce soit des contrats qui se développent beaucoup dans nos domaines, si je puis dire. Alors, bien entendu, ces contrats doivent se marier avec les règles des marchés publics, avec les règles de la commande publique, avec les règles de la concurrence qui est applicable au marché public, avec les règles d'information qui sont applicables au marché public. Donc, on est dans un mélange de genres, si je puis dire, qui n'est pas toujours très simple, mais ça se fait, bien sûr. Autre question? Peut-être André voulait rajouter quelque chose à ça? Non, effectivement, on sent que c'est l'histoire du futur. Hein. Aujourd'hui, bon, on a encore des tarifs d'achat qui permettent d'avoir des garanties, donc pour les développeurs, d'avoir des garanties sur 20 ans de tarifs d'achat. Ça, c'est une formule qui est idéale pour pouvoir financer le projet, parce que les banquiers, effectivement, ont un contrat d'achat qui peuvent nantir, ils ont un droit réel sur le terrain. Et voilà. Bon, donc, les risques sont limités. Et d'ailleurs, beaucoup de projets comme ça sont des projets qui sont financés sans recours, hein, ce qui permet à des petits développeurs, d'ailleurs, de pouvoir entrer dans le business. Et on a vu beaucoup de PME qui ont développé des projets intéressants. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais le futur, effectivement, c'est la disparition à terme, pas à quel horizon, mais pour avoir des contrats privés entre des gros consommateurs et puis des producteurs. C'est finalement une extension de ce que nous faisons au niveau de l'autoconsommation collective. Hein. C'est un peu la même chose. Simplement, les acteurs sont plus importants, les centrales dépasseront largement les 3 mégawatts, etc. On aura des choses. Voilà. Mais on voit que les gros projets qui se préparent aujourd'hui se préparent sur la base précisément de ventes avec ce qu'on appelle les PPA. Autre question? Peut-on envisager une complémentarité entre la compétence infrastructure de recharge de véhicules électriques de certains syndicats aux collectivités territoriales et la création de communautés énergétiques afin de pallier l'intermittence de l'énergie solaire? Cela suppose-t-il davantage de responsabilité sur l'équilibre du réseau électrique pour les EPCI? Oui, alors ça, je peux répondre là-dessus, que c'est un sujet vraiment génial.
Parce qu'en fait, il y avait un truc qu'on n'a pas vu arriver, c'est un peu voilà, c'est des découvertes comme ça qui arrivent, c'est l'engouement des Français et des Européens en général pour des voitures électriques. Voilà. La croissance du nombre de véhicules électriques dans le paysage augmente à une vitesse que personne n'avait prévue, hein, quelque chose comme ça. Et on voit que ça se prolonge, puisque bon, parmi les candidats aux élections présidentielles, par exemple, vous avez tout le monde qui est en train d'aller de sa propre initiative pour passer aux véhicules électriques. Je pense que les soutiens publics aux véhicules électriques vont être maintenus, quel que soit le résultat des urnes. Il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est que ce parc de véhicules électriques, en fait, on peut l'utiliser comme un outil de flexibilité. Et lorsqu'on l'associe avec du solaire, ça donne vraiment des choses extraordinaires. Bon, il faut savoir que les véhicules électriques, comme les autres véhicules, sont la plupart du temps à l'arrêt. D'ailleurs, 80% du temps, ils sont à l'arrêt. Donc, il faut les raccorder sur une prise électrique. À ce moment-là, on peut jouer justement de cette notion d'autoconsommation. Et peut-être qu'il faudra à ce moment-là étendre sur un périmètre plus grand pour que ces véhicules puissent servir finalement de stockage ou d'effacement dans les heures où l'électricité est la plus chère. Je voulais vous donner un exemple qui est très récent, qui vient des États-Unis, c'est au Texas, où le fabricant de voitures électriques Tesla a demandé une licence pour vendre de l'électricité. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de l'électricité, non pas uniquement pour charger votre voiture, mais également pour votre maison. Et ils s'adressent uniquement à des gens qui ont des voitures Tesla. Et leur propose de leur fournir de l'électricité à un prix le plus compétitif du marché. Alors comment ils font? Vous savez qu'un distributeur d'électricité, en général, il achète l'électricité et il la revend. Bon. Il l'achète souvent sur le prix spot, par exemple. Il peut avoir des contrats de long terme, mais aux États-Unis, il y a une forte fluctuation dans la journée du prix de l'électricité, comme on commence à le voir en Europe d'ailleurs. Et donc, il achète l'électricité pour la revendre. Mais lorsque l'électricité devient très chère, en milieu de journée, le soir, pendant les heures de pointe, à ce moment-là, il arrête d'acheter sur le marché et il prélève de l'électricité dans les batteries de voitures. Pas forcément de votre voiture, ça peut être la voiture de voisins, etc. C'est la communauté des possesseurs de véhicules électriques Tesla. Voyez. Et moyennant quoi, bien sûr, il vous recharge la voiture pendant la nuit, mais il prend la main sur votre véhicule, il la pilote finalement. Et la voiture fait partie de l'écosystème de l'habitat. Et grâce à ça, ils sont capables de fournir de l'énergie qui est de l'énergie renouvelable, évidemment. Énergie renouvelable, 100% renouvelable, et qui est la moins chère du marché du Texas. Bon, voilà la piste qui est en train de se développer. Et j'ai cru savoir qu'il y avait des universitaires en France qui travaillaient sur ce sujet, dont je ne serais pas étonné que les quelques opérateurs électriques qui soient intéressés par cette démarche et qu'on voit arriver un de ces jours sur le marché. Mais c'est passionnant, hein, ce qui se passe là. C'est très intéressant. Alors, le seul point, c'est qu'il faut être sûr que sa voiture soit chargée au moment où on a envie de partir. Mais en fait, tout ça, c'est des règles que vous devez fixer. Vous devez, par exemple, vous savez que les voitures électriques, on ne la recharge jamais à 100%, on la recharge toujours à 80-90% pour préserver les batteries, c'est une recommandation, et vous ne la chargez à 100% que lorsque vous voulez faire une grande distance. Eh bien, toutes ces règles-là, vous allez pouvoir les définir, en fait. Et dire, moi, par exemple, le samedi, je n'ai pas besoin de la voiture, donc je peux accepter qu'elle soit chargée, qu'elle soit déchargée. Oui. Donc, en fait, cette multitude de cas particuliers qui sera intégrée dans l'informatique, dans le data, finalement, de Tesla, permettra de pouvoir, il va en résulter un prix de l'électricité qui sera moins cher. C'est ça qui est important. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, on voit bien, là, je parlais de convergence entre l'agriculture et le solaire. Là, on a une deuxième convergence qui crève les yeux, c'est la convergence du digital avec les énergies renouvelables. Tout cela n'était pas possible sans le digital à haute dose. Mais finalement, une voiture électrique, c'est quoi d'autre qu'une batterie sur des roues avec un ordinateur dedans, quoi. C'est pas autre chose que ça. Alors peut-être, Margot, la dernière question. Oui, un fonds de garantie PPA est à l'étude par le gouvernement, mais il est réservé aux contrats de plus de 10 gigawattheures. Pourquoi ne pas le proposer à tous les producteurs d'énergie? Ouais, c'est une très bonne idée.
Nous sommes partisans, enfin, au syndicat Enerplan, etc. On a beaucoup travaillé ces questions-là et on pense qu'effectivement, ça doit être la garantie sur les PPA ne doit pas être réservée aux très gros consommateurs, mais également aux consommateurs plus petits. D'ailleurs, je pense qu'on va s'apercevoir que finalement, pour l'État, apporter une garantie, ça coûte pas très cher finalement. On l'a vu par exemple lors de la crise du Covid, lorsque l'État a apporté une garantie aux banques pour délivrer des PGE. Ça s'est très très bien passé finalement, parce que finalement on actionne très très peu cette garantie. Et ça coûte bien moins cher que d'apporter des subventions. Donc, c'est très important. L'État, justement, par sa taille, par sa solidité, par le fait qu'il lève l'impôt, etc., est en capacité d'apporter des garanties. Et c'est bien moins coûteux que d'apporter des aides directes. Très bien. Ben, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire qui était très riche, je crois, en questions posées, qui a montré l'intérêt de nos participants. Je remercie infiniment André Joffre d'avoir accepté de se prêter à ce jeu, si tant est qu'il s'agisse d'un jeu. Je vous rappelle notre webinaire dans 15 jours qui sera consacré précisément à l'agrivoltaïsme dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Texol, puisque je crois qu'elle sera mise, comme m'a dit André tout à l'heure, et sur notre chaîne YouTube. Très bon appétit, gardez-vous bien. Merci de votre participation. Au revoir.